OK. Alors, encore une fois, la structure atomique rappelle que les atomes ont 2 électrons sur la première couche, 8 électrons sur la deuxième couche et 8 électrons sur la troisième couche. OK, ça c'est la révision. La couche de valence, la couche extérieure, la dernière couche d'un atome, est connue comme la couche de valence. OK, encore, ça c'est quelque chose qui est de la révision. Les électrons de cette couche sont connus sous le nom des électrons de valence. Okay. Ça va bien? Et ici, vous avez un exemple du tableau périodique, un tableau périodique rempli comme de Bohr-Rutherford que vous avez déjà fait en classe. Alors, si on prend notre diagramme de Bohr-Rutherford qui sont déjà faits pour nous ici, et on l'utilise pour déterminer la quantité d'électrons de valence. Okay? Le lithium, on sait à 1. Le silicium à 4. L'argon à 8. Le carbone à 4. Le chlore à 7. Et le magnésium à 2. Okay? Ça devrait bien aller jusqu'à date. Quelle est la tendance dans les familles? La tendance, c'est qu'ils ont tous la même quantité d'électrons de valence. Tous les atomes de la même famille périodique ont la même quantité d'électrons de valence. Quelle est la tendance dans les périodes? Okay. La tendance dans les périodes, c'est que tous les atomes de la même période ont la même quantité de couches électroniques. Okay, ça devrait être la révision. Alors, la tendance dans les familles, c'est que tous les atomes de la même famille ont la même quantité d'électrons de valence. Et dans les périodes qui sont les rangées, ils ont tous la même quantité de couches électroniques. OK, diagramme de Lewis, on les avait déjà fait, mais on va les refaire pour un instant. N'oubliez pas que les diagrammes de Lewis sont une façon simple de représenter les électrons de valence de chaque élément. Ça comprend le symbole. Okay, je vais dire le symbole de l'élément au lieu de l'élément. Ça indique le symbole de l'élément et ses électrons de valence pour représenter les électrons pour représenter les électrons de valence. On les utilise pour être bien capable de trouver les électrons de valence. Okay? Parce que, comme on avait déjà discuté, quand on parle du mouvement des électrons, c'est seulement les électrons de valence qui sont les plus importants. Okay? Ici, tu as quelques exemples. Alors, celui-là qui est un peu plus compliqué, ça c'est le diagramme de Bohr-Rutherford. Et l'autre qui est beaucoup plus simple, ça c'est le diagramme de Lewis. Okay? Même chose avec oxygène. Oxygène, c'est le diagramme de Bohr-Rutherford et le diagramme de Lewis qui est à côté. Et si on avait d'autres exemples, si on faisait d'autres exemples, comme le diagramme de Lewis pour le sodium, c'est Na avec un seul électron. Le diagramme de magnésium, c'est Mg avec 2 électrons.
Et ça continue. On utilise les électrons de valence pour les diagrammes de Lewis avec le symbole de l'élément. Les couches de valence pleines. Alors, encore de la révision, les éléments deviennent stables ou contents, si tu veux donner de la personnalité à les atomes. Les éléments deviennent stables quand ils ont une couche de valence complète. Les gaz nobles, comme l'hélium, néon, argon et des autres, ont des couches de valence complètes, mais les autres éléments n'en ont pas. Les ions sont des atomes ou un atome qui a gagné ou perdu un électron. Pour obtenir une couche de valence complète. Les ions, donc, ont une charge parce que la quantité de protons et d'électrons ne sont plus égaux. Les atomes sont neutres quand la quantité de protons et des électrons sont la même, mais ils sont chargés quand c'est différent. Un cation, c'est un ion qui a une charge positive. Et donc, qui a perdu les électrons. Ils sont généralement les métaux. Généralement, c'est les métaux qui forment des cations. Les anions ont des charges négatives. Et sont généralement des non-métaux. Alors maintenant, quelque chose de nouveau, et vous avez, avant qu'on fait ça, vous avez à côté quelques exemples des cations, quelques exemples des anions. Alors, comme le Na1+, c'est un cation, on sait que c'est juste 1+, parce que le sodium a seulement un électron à donner. Donc, ça veut dire qu'on a un électron de moins que normal, ce qui le rend 1+, tandis que le beryllium a 2 électrons à donner, donc ça devient 2+. Les composés ioniques, c'est des substances qui sont composées d'au moins un métal et un non-métal. Donc, c'est la combinaison d'une cation et un anion. Dans les composés ioniques, on observe un transfert d'électrons. Alors, les électrons vont vraiment quitter un des atomes pour aller vers l'autre. Et les composés ioniques existent parce que les charges opposées s'attirent. Quand on parle des forces magnétiques ou l'électromagnétisme, alors il y a les forces à l'intérieur, les charges dans les atomes, dans les ions, gardent cette composée ensemble. Alors le Na est positivement chargé. Si on prend l'exemple de NaCl qui est ici, je vais juste écrire la charge opposée s'attire. Si on prend le cas de Na, alors on a comme des particules de Na+, les ions de Na+, avec les ions de Cl-. Alors, l'électron de Na est quitté le Na vers le Cl. Maintenant, le Na est positivement chargé, le Cl est négativement chargé, et ces charges opposées les gardent ensemble. Et quand on parle de cette démonstration, ça c'est ce qu'on appelle une formule chimique pour cette composé, NaCl. Et ce que ça indique, c'est qu'on a, dans le cas des composés ioniques, pour chaque atome de Na, de sodium, tu as un atome de Cl. Quand on fait les composés moléculaires, tu vas voir qu'on a des fois, et même avec les composés ioniques, des petits nombres en bas et à côté des formules chimiques de chacun des éléments. Cela indique la quantité d'atomes présentes, soit en ratio ou bien dans les molécules, le cas échéant. Mais pour l'instant, ce qu'on va dire, c'est qu'on a un atome de Na avec un atome de Cl, et ça fait comme des énormes cristaux. Si tu imagines que tu as toutes ces Cl qui sont attirés vers le Na, ils sont alentour du Na. Le Na, eux aussi, on a beaucoup. Et ça va causer des cristaux à former. Tu as quelque chose qui ressemble à ça. Et ça va éventuellement faire une espèce de cube.
minuscules, microscopiques, avec des différents NaCl, NaCl, NaCl partout. Okay? Et ça, c'est comment ils sont gardés ensemble à cause des forces magnétiques, électromagnétiques. Okay? Quelques propriétés des composés ioniques sont solides à la température ambiante, ils ont des points de fusion élevés, ils sont cristaux en forme et ils dissoudent facilement dans l'eau. Okay? Ça, c'est vrai pour tous les composés ioniques. Si tu as la misère à penser à les propriétés des composés ioniques, tu peux penser simplement à le sel, NaCl, pense à ses propriétés et ça t'indique c'est quoi les propriétés des composés ioniques. OK?